Autre sujet à présent, et sujet que vous aviez abordé la semaine dernière, que nous avons abordé dans cette émission. Parlons de la tribune de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, sur la dernière mise en demeure de l'Arcom contre CNews, qui est un tournant historique, cette mise en demeure. Après C8, bientôt CNews, la France, de ce pays qui ferme des chaînes. Et puis, il écrit je n'ai pas connu le temps où, depuis un bureau, l'État décidait de ce que les Français avaient le droit de regarder ou d'entendre. Je croyais ce temps derrière nous, je me trompais. La toute dernière mise en demeure de CNews, rendue il y a quelques jours par l'Arcom, vient d'ouvrir une brèche dans laquelle tout le paysage audiovisuel public, audiovisuel français, risque de s'engouffrer. Ceci n'est pas une décision de régulation, c'est une décision politique. Et elle poursuit un seul objectif, faire taire puis faire disparaître une chaîne que des millions de Français choisissent librement chaque jour. Et ceci n'est pas une décision de régulation, dit Maxime Saada. Geoffroy Lejeune. Alors en effet, vous en avez parlé, Philippe, la semaine dernière. Que vous inspire cette tribune et que vous inspire la réponse de l'Arcom qui a dit être dans son rôle et surtout à l'écart de toute considération politique? D'abord, ce papier est remarquable. Il dit tout, et notamment la chose suivante que je répète. Jusqu'à présent, l'Arcom, ce qui était déjà scandaleux, calculait les temps de parole pour CNews. Il y avait toujours trop de temps de parole pour ceux qui déplaisent au gouvernement. Maintenant, l'Arcom a franchi un pas avec le Conseil d'État. L'Arcom s'attaque à la ligne éditoriale. Les opérations à venir sont les suivantes, je vous l'ai prédit. Des amendes, des nouveaux avertissements, des nouvelles amendes, et puis en octobre, octobre-novembre, la fermeture de CNews. C'est la volonté du président de la République. Emmanuel Macron veut fermer CNews. Et moi, ce soir, je m'adresse à lui et je lui dis, faites bien attention. Vous allez avoir un soulèvement. Je pèse mes mots. Parce que CNews, dans le paysage français, c'est une chaîne de liberté qui est reçue comme telle dans beaucoup de foyers. Et là, il ne faut pas chatouiller les Français là-dessus. Si vous fermez CNews, il y aura un écran noir, mais ça sera un soulèvement. En fait, ils vont fermer CNews en s'appuyant sur ce qu'ils appellent l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est en fait la formule de Camille Desmoulins. Les tyrans malhabiles usent des baïonnettes, les tyrans habiles usent de la loi. Et donc là, Conseil d'État, l'Arcom, agence officielle, démembrement de l'État, on applique la loi. Avec la doctrine de Pierre Rosanvallon, qu'il avait définie en avril 2025, vous vous souvenez, dans le journal Le Monde, pour installer la société de surveillance, qui avait fait dire à Ariane Mouchkine, qui est une grande artiste de la gauche archétypale, elle avait dit « Nous, la gauche, on a perdu le peuple parce qu'on a lâché le peuple. Quand les gens nous disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient. Quand ils insistaient, on leur disait que c'était des imbéciles. Et quand ils insistaient, on leur disait que c'était des salauds. » Elle reprend le mot Autant Lara dans la traversée de Paris. Salauds de pauvres. Salauds de pauvres. Les salauds de pauvres qui regardent CNews. La télévision des salauds de pauvres. De ceux qui ne s'en laissent pas compter par les médias officiels qui répètent le langage de la médiacratie. Alors, en fait, la société de surveillance, elle a pour vocation de sanctuariser le récit mondialiste et diversitaire de la caste planétaire aujourd'hui bousculée. Mais ça va plus loin. Ce que veut Hadjari, qui est un militant
très engagé, très actif et très habile, et à qui je dis, bonhomme, on ne te lâchera pas. Hein. Faut pas que tu crois que tu vas passer faux mec sous le radar. Parce que moi aussi, j'étais haut fonctionnaire, je sais ce que c'est d'être haut fonctionnaire, et quand on est au service d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction publique. En fait, ce qu'il veut, c'est la société, pas seulement de la surveillance, mais de l'autosurveillance. Et ça, c'est le fin du fin. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on y est presque. Très souvent, je vois les animateurs de CNews qui disent « Attendez, je suis obligé de vous modérer. » Ah oui, ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui. Et donc, et du coup, le gars se dit bon, « J'aurais bien dit quelque chose, mais si jamais il me modère, je vais être ridicule. » Et moi-même, je fais attention. Parce qu'il a des consignes. C'est normal. Donc on lui dit attention, il faut que voilà, parce qu'après nous on va avoir les amendes de l'Arcom. Donc en fait, la machine est en route. Et à la fin, le journaliste s'auto-surveille, l'homme politique s'auto-surveille, le prof s'auto-surveille, la société s'auto-surveille. On arrive à ce que Solzhenitsyn me disait, le système s'auto-raconte. C'est la novlangue, celle que nous parlons désormais, une langue châtiée, pour ne pas être puni, pour ne pas être sanctionné par l'Arcom, pour être arcomisé, macronisé. Vous voyez, on joue sur les mots. Et ensuite, le ministère de la Vérité. L'Arcom, c'est le ministère de la Vérité. Lisez Orwell. Vous mettez... Monsieur Hadjari a dû lire Orwell, je pense, pour faire ce qu'il fait. Et il ira jusqu'au bout, parce que pour Macron, c'est décisif de supprimer l'Arcom avant la présidentielle. Voilà. Et je le répète, ça ne se passera pas comme ça. Mais en fait, j'ajoute ceci. Emmanuel Macron, puisque c'est lui le responsable, il aura abîmé les 3 matrices constitutives de la France. La matrice anthropologique, qui permet de distinguer la vie et la mort. Aujourd'hui, demain, après la loi sur l'euthanasie, je peux tuer mon prochain. Ça change complètement la société. Je suis un monstre légal. La deuxième matrice, c'est la matrice géopolitique. Il a transféré la souveraineté. Je ne suis plus souverain. Je suis un monstre légal et un rouage. Et puis, troisième matrice, la matrice civilisationnelle. Il a changé le peuplement de la France. Je suis un monstre légal, un rouage, et je ne suis plus chez moi. Quel désastre, Monsieur Macron. Vous avez abordé la question de l'euthanasie. Vous savez que le va-et-vient législatif se poursuit sur l'aide active à mourir. Philippe de Villiers, le ministre de la Santé, Laurent Panifoux, a annoncé la date du 15 juillet pour l'adoption définitive. Vous avez souhaité aussi mettre en avant l'entretien de Monseigneur Aveline, cette semaine, dans les colonnes du Figaro. On va découvrir cet entretien et notamment les déclarations de Monseigneur Aveline. Réveillons-nous, on ne peut déguiser en geste de soin le fait de donner la mort. Et dans le même temps, dimanche 28 juin, ce dimanche à Paris, une grande manifestation contre l'euthanasie sera organisée. Quel jugement, Philippe de Villiers, portez-vous sur le choix de cette date du 15 juillet ? D'abord, j'ai été impressionné par la fermeté de Monseigneur, du cardinal Aveline, qui dit les choses très clairement sur le serment d'Hippocrate, etc. Alors, je réponds à votre question. Tout est mensonge dans cette loi. Premièrement, la date. En effet, M. Panifoux nous a expliqué que la date finale, ce sera le 15 juillet. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? 15 juillet. Ça rappelle l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique pendant les vacances. C'est pendant les vacances qu'on fait les grands crimes. Parce que là,
15 juillet, un hémicycle vide. Donc bon, il n'y a que les volontaires qui seront là, liés aux loges, puisque ce sont les loges qui ont voulu ce projet. Monsieur Macron a menti. Il a reçu les évêques et il leur a dit à l'époque, il les a tranquillisés. C'est pour ça qu'ils se sont tus pendant très longtemps en fait. Il leur a dit non, vous inquiétez pas, je ne passerai pas en force. Et lorsqu'il s'est adressé à ses frères à la Grande Loge de France le 5 mai 2025, il a dit que la France était la fille aînée de l'instant, etc. Que, voilà. Il a promis la loi aux loges, mais il a dit on trouvera un assentiment. Bon. Donc c'est un mensonge. Il passe en force. La date. Deuxièmement, il y a le contournement sémantique. Je l'ai déjà abordé, mais je le reprends. Pourquoi ? Je vais être plus précis. Parce que j'ai vérifié depuis. Monsieur Falorni, qui est l'auteur de la loi, a été interpellé un jour pour dire mais quand même, ça rappelle le nazisme. Et il a dit oui, justement, c'est pour ça qu'on a changé les mots. Carrément. Parce que si on dit euthanasie, ça fait eugénisme, c'est l'Allemagne nazie. Donc on a changé les mots, d'où aide active à mourir, vous voyez, c'est beaucoup plus doux, et suicide assisté, voilà. Il n'y a même pas suicide assisté, c'est mourir dans la dignité, etc. Donc tout ça, c'est des mensonges. C'est une euphémisation pour faire passer la pilule, si je puis dire. Voilà. Et en fait, ce que fait l'Assemblée, c'est qu'elle cache au public qu'elle va administrer la mort, en donnant le choix entre la piqûre létale et le suicide assisté. Et vous vous rendez compte que le délai de rétractation est inférieur au délai de rétractation pour acheter une machine à laver ou pour faire un prêt immobilier. Il y a une phrase de Guy Debord qui correspond bien à ce que je ressens. Dans un monde complètement renversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Nous y sommes. Troisièmement, les buts secrets de cette loi sont toujours cachés au public. Et les buts secrets, je voulais dire, ils sont économiques. En fait, ils savent que le système de santé s'effondre et qu'il faut trouver de l'argent et qu'ils font donc faire des économies sur les soins, faire des économies sur la vie. Et donc, il y aura deux sortes de personnes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je m'adresse à la gauche. Comment vous, gens de gauche, vous pouvez accepter ce que je vais vous dire ? En fait, les gens riches, ils iront aux soins palliatifs et les gens pauvres, ils iront à l'euthanasie. C'est comme ça que ça se passe partout, dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Quant aux éligibles, comme on dit, c'est-à-dire les incurables, les handicapés, les dépressifs, etc., ils seront seuls, face à leur famille, face à leur entourage. Et très vite, ils auront le sentiment d'être une charge. Et ils diront à leurs proches, je comprendrai. Et tout le monde comprend ce que ce mot « je comprendrai » veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la mort va entrer dans les familles par la voie rassurante de l'affection, de la compassion, du devoir accompli. Il n'y a rien de plus épouvantable. Et j'ai reçu une lettre d'un directeur d'hôpital qui m'a dit « Voilà l'hôpital du futur, quand la loi sera passée. » Et maintenant que l'avortement constitutionnel est dans la Constitution. Premier étage de mon hôpital, c'est l'accès à la naissance. Donc c'est la vie commençante. Panneau, la vie commençante. On y entre pour accoucher. Deuxième étage, la vie commençante, l'interruption de la vie commençante. Panneau. On y entre pour avorter. Il ne faut pas se tromper d'étage. Troisième étage, la vie finissante. On y entre pour recevoir les soins palliatifs. Et quatrième étage, l'interruption de la vie finissante, l'euthanasie. Et le directeur d'hôpital me disait, il ne faudra pas se tromper d'étage. Et combien de temps ça pourra durer, me dit-il. Alors, il y a eu une déclaration du pape très ferme en Espagne. Il y a eu la déclaration du cardinal Aveline. Il y a cette manifestation. Le 28 juin.
dimanche, ouais, avec le jeune Martin Athanase et tous les autres, tous les jeunes Français qui vont se battre pour la vie, j'espère qu'ils seront nombreux. Il faut dire à Emmanuel Macron, c'est une infamie ce que vous faites. Et votre souvenir, le souvenir que vous laisserez, c'est le souvenir qu'il y aura au front, gravé en lettres de sang, le mot Macron, l'euthanasieur, qui aura liquidé la France, qui aura liquidé sa souveraineté, qui aura liquidé son identité et qui aura liquidé le principe vital de la France. Parlons de la canicule à présent, Philippe de Villiers. La canicule qui dure depuis plusieurs jours, qui frappe une large partie du territoire, avec de nombreuses réactions politiques, parfois contradictoires, mais le coup de chaud ne frappe pas que les plus faibles, il peut frapper aussi les esprits politiques. J'ai entendu certains dire que pour lutter contre la canicule et en sortir, il fallait sortir du capitalisme. J'ai entendu une ministre nous expliquer que la clim ne servait pas à protéger, ni même à éviter des feux de forêt. Enfin, celui qui imaginait que la clim évitait un feu de forêt était plutôt habile. Et puis, je vous propose d'écouter, parce qu'il faut avoir une pensée pour les soignants qui manquent de tout aujourd'hui, mais qui se battent, qui sont en première ligne. J'ai écouté le président de la République cette semaine et j'ai l'impression qu'il était plutôt satisfait de son bilan. Je vous propose de l'écouter. Donc il y a un gros travail qui a été fait et je pense que l'honnêteté conduite à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations et qui ont changé beaucoup de choses, qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires dont je veux saluer le rôle et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Et pour ma part, je regrette plutôt les choix qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits et qui sont le fruit de compromis de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, alors qu'on est en train de vivre ce grand coup de chaud, faut-il continuer à écouter ceux qui se sont trompés, notamment les écologistes, les insoumis, etc. Tous les deux, là, vous devez plaire à Madame Barbu. C'est elle qui va nous sauver, Madame Barbu. Vous avez vu, non? Oui, oui. Quand je parlais de coup de chaud, je pensais à elle. Oui. Bon. Alors, je réponds à votre question. D'abord, je voudrais dire quelque chose de très personnel. Moi, j'ai connu un pic de chaleur, le premier de ma vie. C'était en 1976. J'arrive à Tulle comme stagiaire de l'ENA. Et le directeur de cabinet, Jean-Pierre Bechter, mon cher directeur de cabinet et ami, qui nous regarde tous les vendredis soirs, me dit, voilà, tu vas t'occuper de la paille pour les agriculteurs, etc. Et en fait, comment on appelle ce grand coup de chaleur? On l'appelle la sécheresse à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on dit la canicule. Ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que les mots sont des vecteurs allégoriques, de réalité allégorique. La sécheresse, ça renvoie à une société encore paysanne, une société de la terre, où l'agriculture compte plus que tout. Alors que la canicule renvoie à la société urbaine d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre la sécheresse et la canicule? C'est que nos hommes politiques, toutes catégories confondues, ont fait un choix d'aménagement du territoire, ou plutôt de déménagement du territoire. C'est-à-dire que, en fait, je me souviens d'une conversation avec Olivier Guichard, patron de la DATAR, qui me disait que vous le vouliez ou non, cher Philippe, il faut aller vers les métropoles d'équilibre. Alors, il me disait Nantes, Saint-Nazaire, par exemple. Bon, c'est-à-dire faire d'immenses villes comme les Américains, comme les Japonais, etc. C'est ça le progrès. Ils se sont complètement plantés. C'est-à-dire qu'on a déménagé le territoire et on a construit des villes à la va-vite sans retenir
la sagesse du bâti de nos campagnes. Je me souviens d'un architecte qui me disait devant Collonges-la-Rouge, regardez les gens qui ont construit, les maçons qui ont construit au Xe, XIIe siècle ces maisons paysannes, ces masures qui sont encore là, en fait, ils sont construits pour 1000 ans. Pourquoi ? Parce que, comme disait l'un d'eux, je mets de l'éternité dans l'instant. Et en mettant de l'éternité dans l'instant, ils construisaient des murs épais et ils pensaient au coup de chaud et au coup de froid, c'est-à-dire des murs capables de retenir la chaleur l'hiver et de combattre la chaleur l'été. Or, aujourd'hui, regardez les villes qu'on a construites entre le béton, le macadam et le placo-plâtre. Regardez nos écoles avec le contreplaqué. Regardez les cages à lapins avec des murs sans aucune épaisseur. Le diagnostic thermique, toutes leurs bêtises, etc. Rien n'a été pensé en fonction des coups de froid et des coups de chaleur. Et ça, je voulais dire ça d'entrée. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est rassurant. C'est fini l'écologie politique. Ils se sont complètement plantés. Bon. En d'autres termes, le grand soir écologique vient de connaître un démenti historique majeur. Ce grand soir écologique était établi sur deux accusations. La première, c'était l'accusation d'anthropocène. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire l'homme est le responsable du dérèglement climatique. Et donc, il faut lui imposer une société décarbonée, donc il faut le mettre en liberté surveillée. Donc, on bride la liberté de créer avec l'écocide, le délit d'écocide, donc tu ne peux plus créer. Ensuite, la liberté de circuler, on bride la liberté de circuler avec les ZFE, etc. Et on bride la liberté de procréer avec le no-kid de l'écolo-sociétalisme, puisque l'enfant pollue. S'ajoute à l'anthropocène, vous y avez fait allusion à l'instant, Elliot, le capitalocène. Ça, c'est Antoine Léaumont qui dit « Pour sortir de la canicule, il faut sortir du capitalisme ». C'est-à-dire, en fait, le capitalocène, ça veut dire, non seulement c'est l'homme qui est responsable du dérèglement climatique, mais c'est le capital et la croissance, pris de gros. Et donc, il faut suivre une logique de décroissance. Et en fait, toute la société française, toute catégorie confondue, tous les hommes politiques français, s'est précipité derrière le Green Deal. Le Green Deal, c'est la décroissance, le fameux pacte vert. Et c'est de cette manière qu'on a livré notre agriculture à la délocalisation mondiale avec le Mercosur, qu'on a livré notre industrie à l'Amérique et qu'on a livré notre industrie automobile à la Chine avec la voiture électrique, pendant que la Chine, elle, exploite les terres rares en faisant travailler des petits Africains et en polluant la terre entière. Bref, on a fait ce que les écolos voulaient. On a réglementé, on a décarboné. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a deux courbes qui se croisent. Écoutez-moi bien. La première courbe, la France, avec tous ses efforts, représente maintenant, c'est une courbe qui baisse, 0,9% du CO2 mondial. Et on est le pays qui fait le plus chaud au monde. Donc, il y a deux courbes. Il y a la courbe de la chaleur qui monte et la courbe, etc. Donc, il faut peut-être chercher ailleurs. L'homme n'est peut-être pas coupable de tout, s'il vous plaît. Et puis surtout, quand j'entends Madame Barbu, qui explique à voix basse pas de climatiseur, ça évoque autre chose que je vais vous dire maintenant, en conclusion de mon propos. En fait, ce qui est en train de mourir, ce qui est en voie d'extinction, c'est la religion écologiste qui est de type eschatologique et apocalyptique. Il y avait un dogme et un châtiment. Le dogme, c'est le retour à une planète
originelle fantasmée sous le nom de Mère Nature et sous le patronage de Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc de la couche d'ozone qui entend les voix du CO2. Et le châtiment, c'est il faut expier parce que vous êtes responsable du réchauffement climatique et vous n'allez pas en plus vous mettre des climatiseurs. Parce qu'il faut bouillir pour comprendre le réchauffement. Donc l'expiation, la punition, l'écologie punitive, c'est un châtiment comme des châtiments dans la Bible. Voilà. Et moi, pour terminer, je ferai 2 réflexions. Première réflexion, je connais bien ma Vendée. Au XVIe siècle, il y avait la baie de Bourgneuf qui était sous l'eau. La mer venait beaucoup plus loin. Et Maïsa était sous l'eau. Donc la mer s'est retirée. Et le Groenland s'appelait le Greenland. Et en 1709, je le raconte dans mon livre sur Louis XIV, il faisait tellement froid, il faisait moins 40, que le vin gelait dans les barriques et dans les calices. Et la Seine était gelée. On traversait la Seine en charrette et la mer au Sable d'Olonne était gelée. Donc il y a des cycles. Maintenant, si on veut expier, plutôt que de s'adapter avec des climatiseurs, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait du chauffage l'hiver et il n'y avait pas de climatiseur l'été. Il y a aujourd'hui des pompes à chaleur réversibles. Je peux vous faire des cours là-dessus, je connais. Bon, j'ai même expérimenté moi-même. Bon, enfin, en trichant un peu. Bon. César Potem-Féguide, César Pfiffer un pompe. Mais je connais des artisans qui font des pompes à chaleur réversibles, donc ils vous chauffent l'hiver et ils refroidissent l'été. Bon, c'est pas. On est sur un truc religieux. Quand vous avez eu Madame Barbu, Sainte Madame Barbu, Sainte Monique Barbu, elle était là. Bon. Et si on veut vraiment commencer à lutter contre le réchauffement climatique, il faut dire aux États-Unis, à la Chine et à l'Inde, à vous 3, vous pesez 50% du réchauffement climatique, c'est-à-dire du CO2. Donc, commencez par résoudre le problème du CO2 chez vous. Nous, on a fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a un problème de croissance. Laissez-nous quitter pour quelques instants, monsieur le bourreau. Monsieur le bourreau du pacte vert, monsieur le bourreau Khmer vert, quelques instants pour la croissance.